Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité. Nous parlerons justement des plusieurs sujets qui font la une de l'actualité en République démocratique du Congo, notamment l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Vous le savez, le territoire du Rutshuru a été récemment attaqué, a été justement la cible d'une attaque de l'armée rwandaise. 2 enfants ont perdu la vie. Comment mettre fin à l'hypocrisie rwandaise vis-à-vis de la République démocratique du Congo? Nous parlerons également dans ce nouveau numéro, nous parlerons justement du bilan de Félix Tshisekedi à la tête du pays, mais aussi de la visite du roi Philippe en RDC. À mes côtés pour en parler, Maître Peter Kazadi, député provincial et haut cadre de l'UDPS, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Merci Maître d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je crois que je n'ai rien oublié par rapport à votre présentation. Non, c'est suffisant. Alors, le chef de l'État, nous l'avons vu, s'est montré très ferme vis-à-vis du Rwanda lors de son séjour à Brazzaville. Félix Tshisekedi a déclaré, je cite, « Vouloir la paix ne signifie pas être faible ». Mais on a l'impression que le Rwanda ne recule pas dans sa démarche machiavélique vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la RDC ont même présenté de preuves qui attestent que le Rwanda soutient le M23. Comment analysez-vous cette situation ? Mais effectivement, vouloir la paix ne signifie pas la faiblesse. Au jour d'aujourd'hui, le président de la République, par sa diplomatie intelligente, a montré à la face du monde que M. Kagame en particulier, puisque ici, il faut faire la part des choses. Il y a un président rwandais qui est en train de mener une politique belliqueuse vis-à-vis de tous ses voisins pratiquement. Il est en conflit avec non seulement la RDC, mais également avec le Burundi et l'Ouganda. Il faut donc ne pas imputer ces faits du caractère belliqueux de M. Kagame à toute la population rwandaise qui n'aspire qu'à la paix. Et surtout après toutes les atrocités qu'ont connues nos frères rwandais lors du génocide en 1994. Oui. Alors, je disais, par sa diplomatie intelligente, le président de la République a su prouver à la face du monde que M. Kagame ne veut pas de la paix. M. Kagame avait toujours avancé qu'il y avait des intérêts à moins, les FDLR qui étaient sur notre territoire et qui se préparaient à attaquer son pays. À travers des accords de mutualisation des efforts, nous avons invité M. Kagame avec son armée de surveiller avec nous non seulement les frontières, mais d'aller partout où il pouvait estimer qu'il y avait des ennemis de son pays et que rien n'a été trouvé. Voilà que face à cette diplomatie de la vérité, M. Kagame finit par laisser éclater ses velléités expansionnistes sur notre pays. Et là... Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que la RDC a réagi un peu tard par rapport à ça? Non, il fallait prendre le temps. Vous savez, M. Kagame avait une longueur d'avance sur le plan international. Sa cause était beaucoup plus entendue, se faisant victime à la suite du génocide. La communauté internationale était beaucoup plus attentive aux propos de Kagame qu'à la RDC. Donc il fallait les prendre dans le sens de ses poils, pour finalement laisser éclater cette vérité. Aujourd'hui, nous apprenons avec joie que les Nations Unies ont constaté qu'il y a une guerre menée contre la RDC par des groupes armés par procuration. Donc, c'est le Rwanda qui est visé, qui soutient les terroristes du M23. Et aujourd'hui, face à la faiblesse de cette armée terroriste, c'est finalement l'armée rwandaise qui attaque notre pays à visage découvert. Alors la question qui se pose, c'est aussi l'attitude que devrait avoir le gouvernement vis-à-vis des autorités rwandaises aujourd'hui. Mais vous avez vous-même souligné que c'est une attitude de fermeté. Le président de la République a donné le temps. Hier, le ministre des Affaires étrangères a rédigé une déclaration musclée mettant en cause clairement M. Kagame tout en renouvelant notre disponibilité à collaborer à la médiation du président angolais.
Mais tout cela ne signifie pas que nous sommes faibles pour faire la guerre et protéger notre territoire national. Alors, on évoque aussi, plusieurs internationalistes parlent notamment de la guerre. Est-ce qu'il faudrait-il aujourd'hui faire la guerre au Rwanda? Parce qu'en relations internationales, on dit que qui veut la paix prépare la guerre. C'est l'une des approches défendues par les internationalistes. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui adopter une approche coercitive, vous pensez, vis-à-vis du Rwanda aujourd'hui? Vous savez, le rapport international est fondé sur la force et respecter celui qui est fort. Nous ne sommes pas... Parce que visiblement, le Rwanda est déterminé à nous faire la guerre. Bien sûr que oui. Je dis bien que les relations internationales pourquoi ne pas réagir dans ce sont sens-là fondées par les rapports de force. Nous ne sommes pas ignorants de ces faits. Nous nous organisons. Nos troupes sont en train de monter en puissance. Est-ce qu'on ne devrait pas être réaliste? Au jour d'aujourd'hui, la morale de nos troupes sont au top et notre armée est prête à défendre l'intégralité de notre territoire jusqu'au dernier goutte de sang. Et moi, je sais que M. Kagame, qui a eu à bénéficier parfois de l'inaction des gouvernements précédents, va cette fois-ci déchanter, je pense. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, la RDC devrait opter plutôt pour la diplomatie en lieu et place de la guerre? Non, il faut combiner les deux. Même lorsqu'on se bat partout au monde, notamment actuellement en Ukraine, est-ce que la diplomatie est l'option idéale? La guerre se mène sur terrain et la diplomatie. Si on peut trouver par des voies diplomatiques des solutions pour arrêter la guerre, on arrêtera. La guerre est en train d'être menée sur notre territoire. Cela nous met dans une légitime position de nous défendre. Je rappelle que l'armée rwandaise a tué 2 enfants à Rutshuru. Bien sûr, c'est contre les conventions internationales. C'est un crime de guerre. Oui. Ils ont tué des écoliers dans leur école. Ils ont brûlé cette école. Cela s'appelle en droit international. C'est un crime de génocide, un crime de guerre. Et au moment opportun, vous avez vu les images, notre armée est en train de documenter tous ces faits-là avec des preuves. Je pense que tôt ou tard, M. Kagame répondra devant les instances compétentes de ces crimes qu'il est en train de commettre de manière répétitive sur les territoires congolais. Alors, le gouvernement de la République a pointé du doigt le Rwanda, l'accusant de soutenir le M23. Mais bizarrement, la communauté internationale qui s'est réunie autour du Conseil de sécurité récemment n'a pas condamné le Rwanda. Et pourtant, l'armée nationale a présenté toutes les preuves. Il y a une avancée sur ce point-là. On a fini finalement par comprendre que la guerre que mènent les groupes terroristes M23 est soutenue par le Rwanda. C'est un processus, je vous ai dit, que M. Kagame a eu à entretenir un mensonge autour de ce qui se passe dans son pays et le rôle de la RDC dans tout ce qui se passe chez lui. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie intelligente du président de la République, nous sommes en train de démonter tous ces mensonges du Rwanda. Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui, en tout cas, le gouvernement devrait être très vigilant vis-à-vis du Rwanda? Absolument. Non seulement le gouvernement, et que toute la population congolaise, nous devrions nous mobiliser pour dénoncer la politique belliqueuse de M. Kagame. Et ici, j'en appelle à éviter tout discours fondé sur l'ethnie, sur le tribalisme, puisque M. Kagame ne joue que sur ces brins-là. Il met en exergue le fait que ce sont des populations toutes qui seraient visées par le gouvernement congolais, alors que tel n'est pas le cas. Nous savons que c'est M. Kagame seul qui portera la responsabilité de tous les crimes qu'il est en train de commettre sur notre territoire. Alors, on s'est également rendu compte que la communauté internationale a plutôt recommandé le dialogue au lieu de condamner le Rwanda. Comment vous réagissez à ça? La communauté internationale ne peut que recommander le dialogue. Jamais la communauté internationale a recommandé la guerre à ses membres. C'est tout à fait classique, dans des circonstances actuelles, qu'on puisse demander aux partis de dialoguer. Mais cela ne nous empêche pas de nous défendre chaque fois que nous sommes attaqués. Mais par rapport à ce qui se passe entre la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine aujourd'hui, on a vu que l'Union européenne aujourd'hui s'est montrée très favorable envers l'Ukraine. Pourquoi ce n'est pas le cas pour l'RDC qui est agressée aujourd'hui? Je vous ai dit qu'il s'agit d'un processus. Kagame, je le répète,
avait réussi à s'aligner l'opinion d'un nombre d'un grand nombre de pays. La communauté internationale, ce que je veux dire, c'est que est-ce que la communauté internationale n'est pas complice par rapport à ce qui se passe dans l'Est? Je n'accuserai pas la communauté internationale de complicité. Le monde international, c'est un monde d'intérêt. Oui. Et M. Kagame a pris tout le temps pour faire passer ses vues. Quelles sont les visées selon vous? C'est que nous sommes en train de démonter depuis que le président de la République est là. Aujourd'hui, nous pouvons parler de la première victoire sur le Rwanda, c'est le fait que les Nations Unies, l'ONU, ait reconnu que le M23 fait la guerre par procuration. Et derrière les M23, tout le monde sait aujourd'hui, à travers des preuves fournies par le gouvernement de la République démocratique du Congo, on sait que c'est le Rwanda qui est derrière et ces faits est condamné aujourd'hui. C'est un pas. Donc, il faut encore, nous avons du travail à faire et je pense que la courbe va être renversée. Mais quelle vise le Rwanda selon vous en tant qu'acteur politique? C'est très simple. Ce sont nos richesses naturelles qui sont convoitées par tout le monde. Et derrière le Rwanda, il y a des multinationales qui donnent des armes à l'armée des Kagame. Vous savez, avec la porosité de nos frontières, de cette partie qui nous lie au Rwanda, ils entrent, ils exploitent nos minéraux et puis c'est le Rwanda qui gagne. Vous savez, aujourd'hui, le Rwanda est parmi les premiers vendeurs du coltan au monde. Plus de coltan provient du Rwanda, alors que le Rwanda n'a même pas de coltan sur son territoire. C'est ce fait qui fait que le Rwanda, Kagame en particulier, pour ses intérêts personnels, il est en train d'entretenir la guerre et l'insécurité dans notre pays. L'opposition est en train d'accuser le pouvoir d'avoir des accords avec Paul Kagame. Comment vous réagissez à ça? Les accords ont été annoncés clairement. C'est de collaborer. Nous faisons tous partie. Il n'y a pas eu d'accord secret. Des CIRGL. Mais l'accord secret qui va porter sur quoi, par exemple? Vendre une partie du pays au Rwanda? Qu'on nous produise de telles preuves. Donc, l'accord, comme je l'ai dit, consistait à enlever la Libye au Rwanda, qui laissait croire à l'humanité entière qu'il y avait des FDLR qui seraient entretenus par le gouvernement congolais. Alors, il fallait nous entendre avec les Rwandais pour qu'ils viennent vérifier toutes ces allégations. Ce qui a été fait, et aujourd'hui, le Rwanda n'a plus d'alibi sur ce sujet. Alors, on va passer à notre seconde thématique. Je l'ai annoncé, nous allons parler également du bilan du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête du pays. Alors, l'UDPS a combattu durant 37 ans pour l'amélioration du social des Congolais, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, visiblement. Le pouvoir d'achat des Congolais n'a pas encore augmenté remarquablement. Quelles sont les actions dont vous pouvez être fier aujourd'hui du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête de la RDC? Je ne pense pas que ça soit juste qu'on dise que rien n'est fait par rapport à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Je vais prendre tout simplement le secteur de l'enseignement, où l'enseignant les plus bas touchait moins de 100 000 francs congolais. Aujourd'hui, il est au-delà de 250 000 francs congolais. C'est quand même une amélioration, mais qui ne sait pas se faire sentir, étant donné que pourquoi il y a des grèves par-ci par-là? Laissez-moi d'abord terminer. Étant donné que l'érosion sociale était tellement profonde, on est en train de combler petit à petit. Il arrivera un moment où nous arriverons sur la surface pour commencer à construire et aller beaucoup plus haut. Donc, dire aujourd'hui qu'on ne s'occupe pas du social de la population, c'est totalement faux. Si actions il y a aujourd'hui du président de la République et que vous pouvez les citer, lesquelles sont-elles? Les actions. C'est dans divers domaines qu'il faut aller chercher les actions du président de la République. Sur les plans politiques, on ne parle plus des prisonniers politiques dans ces pays, vous le savez bien. Tous ceux qui étaient contraints à l'exil, ils sont de retour au pays. Il y a une justice qui fonctionne, qui tend à traquer les détourneurs, sinon les criminels qui s'étaient habitués à détourner les deniers publics, ce qui a pour conséquence l'accroissement des revenus de l'État mensuel. Seul
la DGI a fait des recettes de plus d'1,5 milliard pour un mois, alors que traditionnellement, c'était par mois, les prévisions de la DGI étaient de 300 000 $ par mois. Donc, allez-y comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui change. Donc, c'est sur le plan de l'enseignement, par exemple. Sur le plan de l'enseignement, il y a la gratuité de l'enseignement qui a fait augmenter le nombre d'élèves dans nos écoles aujourd'hui. Et je venais de dire que les conditions qui a suscité des grèves par-ci, par-là. Mais oui, c'est... Est-ce que fallait-il pas aller, Peter Kazadi, palier par palier? Je vais dire, vous savez, lorsque vous tombez malade et qu'on vient vous piquer, vous sursautez de douleur. Mais par la suite, ça vous fait du bien. Tous ceux qui faisaient la grève ne les font plus aujourd'hui. Les salaires des fonctionnaires en général venaient d'être augmentés de 40%, vous le savez. Ce sont des efforts palpables qu'il faut mettre à l'actif du président de la République. Nous avons changé la gouvernance. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent « Ah, voilà, on vole plus qu'avant ». Non, on est tout simplement en train de mettre à nu ce qui se faisait dans le passé. Des milliards se faisaient envoler dans ces pays sans que personne ne les sache. Mais aujourd'hui, quand vous volez, l'IGF vous attrape et vous met sur la place publique. Et sur le plan judiciaire? Sur le plan judiciaire, il y a cet effort qui est fait. La justice est en train d'être dite, bien sûr. Quel effort, puisque tous ceux qui ont été accusés par la justice d'avoir détourné les fonds publics ont recouvré leur liberté? Pour la plupart, je pense que c'est ça aussi l'indépendance de la justice. Les premiers faits marquants qu'il faut retenir dans ce domaine, c'est que tout au long des règnes de tous les régimes précédents, il était très très difficile de voir un dignitaire, un haut cadre du système être accusé, ne fût-ce qu'accusé, même sans être condamné. Mais aujourd'hui, non seulement qu'on accuse des hauts responsables politiques et administratifs, mais qu'on les condamne. Ça, vous ne le dites pas pourquoi. Pourquoi vous dites que tout le monde est libéré? Si quelqu'un est libéré et qu'il parvient à consommer sa peine et qu'il est libéré, où est le problème? C'est aussi ça la justice. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'IGF joue le jeu du pouvoir pour faire du mal aux challengers de 2023? Comme qui, par exemple? Matata Ponyo, par exemple. Est-ce que c'est l'IGF ou les pouvoirs actuels qui avaient demandé à Matata Ponyo d'aller prendre l'argent destiné au projet Bukangalonzo? C'est moi qui pose des questions. Ah bon, il faut aussi vous poser cette question-là. Alors vous êtes lorsque tous ces gens-là volaient l'argent de l'État, est-ce que Tshisekedi les incitait à aller voler ou bien l'IGF les incitait à aller voler? Ils doivent rendre des comptes à la population, justifier l'usage de l'argent public qu'ils ont utilisé dans divers projets. Alors voilà. Vous êtes aussi député provincial. Les députés provinciaux venaient de réclamer leurs frais de fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, c'est fait que ça faisait 2 mois que l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne touchait pas à ces frais de fonctionnement. Les députés ainsi que les agents administratifs se sont mobilisés et les ministres des Finances étaient très attentifs et a réagi immédiatement en promettant de payer ces 2 mois d'arriérés. Donc vous pensez que les députés provinciaux qui ont réclamé trouveront gain de cause dans les jours qui viennent? Bien sûr que oui, puisque moi-même j'étais... Mais je suis député comme eux. C'est l'argent du fonctionnement. Parce que c'est quand même des élus, des honorables. Écoutez, il n'y a pas que Kinshasa qui était dans cette situation, mais le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts en partant des provinces les plus pauvres vers les provinces les plus nantis, donc Kinshasa. Le ministre nous a expliqué qu'il avait commencé par appuyer les arriérés des provinces les plus faibles et qu'il allait finir par Kinshasa. Il a promis de payer cet argent dans un bref délai. Je pense s'il n'a pas encore signé les paiements, peut-être début de la semaine, il va le faire. Alors on tend lentement, mais sûrement, vers la fin de notre émission. Nous allons aborder la toute dernière thématique consacrée à la visite du roi Philippe, le roi des Belges, qui est au moment où nous parlons à Bukavu. Le roi s'est exprimé devant la population congolaise sans présenter
des excuses. La population congolaise a exigé le pardon au regard des crimes commis par la Belgique à l'époque coloniale. Comment vous réagissez par rapport à ça? Comme tous ces Congolais, j'aurais voulu qu'on entende de la bouche du roi présenter... Est-ce qu'on devrait faire tabula rasa aujourd'hui de tout ce qui s'est passé à l'époque coloniale? Ça fait partie de notre histoire. On ne peut pas faire tabula rasa, mais on peut tourner la page. On peut tourner la page sans oublier ces passés qui a... Il n'y a pas nécessité qu'il y ait réparation aujourd'hui. Bien sûr qu'il faut absolument qu'à un moment donné qu'il y ait réparation. Il faut absolument. La Belgique a été construite avec l'argent congolais, pris de la manière que l'on sait. Cette réparation a déjà commencé avec la restitution d'œuvres d'art de la République démocratique du Congo, mais nous voulons, moi j'aimerais que cela pousse un peu plus loin jusqu'à ce que la Belgique reconnaisse, présente des excuses, ou en tout cas demande le pardon au peuple congolais, et que cela soit soutenu par une contrepartie financière, parce que ce sont des finances de la République démocratique du Congo qui ont construit la Belgique. Aujourd'hui, la Belgique est ce qu'elle est. Il doit nous retourner la balle et aider les pays aussi à récupérer, tant soit peu, ce qui lui a été pris. Alors, Peter Kazadi, quel sens donnez-vous à la visite royale aujourd'hui en République démocratique du Congo, 62 ans après l'indépendance? C'est une visite amicale. Il y a eu une mobilisation. On a même demandé aux députés nationaux d'aller accueillir le roi à l'aéroport. C'est un signe. Est-ce qu'il y avait nécessité? Je pense que c'est un signe que la République démocratique du Congo attache beaucoup d'importance à la Belgique compte tenu de notre histoire commune. C'est la Belgique qui a... Dans quel contexte vous inscrivez cette visite? Mais dans le cadre d'amitié, des réchauffements, des relations entre les deux pays. Voilà, nous avons une longue histoire commune, même si les gens teintée de beaucoup de douleurs vis-à-vis de la République démocratique du Congo, mais c'est tout de même notre histoire. Nous devons l'assumer et accepter de cheminer avec ces pays, la Belgique, qui nous a colonisés. Bien sûr, quand bien même que les termes colonisés ne soient pas heureux, mais au moins ils l'ont fait dans les conditions qui ont été les leurs. Et aujourd'hui, nous sommes un pays indépendant. Nous ne pouvons pas oublier ça. Vous savez, même en Belgique, il y a un débat pour que cette histoire de la colonisation soit enseignée aux enfants belges, pour qu'ils sachent combien cette affaire des caoutchoucs rouges et des coupures des seins et des mains des Congolais. Ah oui, il faut que l'opinion le sache. Ça reste dans la mémoire des Congolais. Que l'opinion, non seulement congolaise, mais aussi belge, le sache, pour que plus jamais cela puisse se répéter dans l'humanité. Le roi Philippe a également fait allusion à la situation de l'Est, promettant de s'impliquer pour favoriser le bon voisinage entre l'RDC et le Rwanda. Est-il sincère? Ce sont ces déclarations, je ne sais pas détecter si c'est vrai, si c'est sincère ou pas, mais moi je note que c'est positif. Lorsque quelqu'un de son rang parle de cette manière-là. Qu'est-ce que la Belgique peut apporter concrètement pour aider la RDC à sortir de cette situation de l'insécurité? Vous savez, la Belgique a une influence importante au niveau de l'Union européenne par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. On sait très bien que le siège... Généralement, c'est l'opinion belge qui est suivie et soutenue par le reste du monde. Donc, nous avons besoin d'avoir la Belgique de notre côté et de l'avoir en face de nous comme adversaire. Un dernier mot? Je vous remercie pour l'invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis partout dans le monde et restez fidèles au programme de Télé 50.